Alors, l'insuffisance aortique, c'est la même chose que l'insuffisance mitrale. Vous savez que dans l'insuffisance mitrale, il y a du sang qui a pris la fuite du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Mais dans l'insuffisance aortique, c'est que les sigmoïdes aortiques ne se ferment pas bien, de telle sorte que dans le sang, quand il passe dans l'aorte pour aller dans la circulation systémique et être réparti dans tous les organes, au moment de la diastole, il va retourner le moment où les sigmoïdes aortiques sont fermés, normalement fermés. Il trouve que les sigmoïdes ne sont pas bien fermés. Et il va revenir vers le ventricule gauche. Il y a une fuite du sang de l'aorte vers le ventricule gauche au moment de la diastole. C'est ça l'insuffisance aortique. L'aorte n'est pas aussi complexe que la valve mitrale. L'aorte, il y a juste l'anneau aortique, il y a l'aorte, il y a le sigmoïde. Ce n'est pas comme la valve mitrale. Les cordages, les piliers, l'insertion des piliers sur le myocarde, non, ce n'est pas la même chose. C'est plus facile. C'est plus facile parce qu'on a affaire à une aorte, à des sigmoïdes et à l'anneau aortique. Donc, si jamais il y a une altération de ces sigmoïdes, que ce soit rhumatismal, que ce soit dystrophique, que ce soit une perforation suite à une endocardite, ou bien soit une dissection de l'aorte. La dissection de l'aorte, c'est quoi? C'est que quand on a un clivage entre l'intima et les médias dans la paroi de l'aorte, et la paroi, elle va entraîner une désaxation de ces sigmoïdes. Les sigmoïdes ne seront pas dans le même plan, ils seront l'une superposée à l'autre, et donc elle laisse passer le sang. On peut avoir dans ces cas-là une insuffisance aortique. Et bien entendu, toutes les inflammations peuvent causer l'insuffisance aortique, c'est-à-dire ce qu'on appelle les aortites. Quand on rajoute it, ça veut dire inflammation. Toutes les inflammations de l'aorte, toutes les inflammations du sigmoïde peuvent entraîner une insuffisance aortique. Donc, l'insuffisance aortique, ça cause c'est quoi? Soit c'est une mauvaise coaptation des sigmoïdes, soit les sigmoïdes sont malades, rétractés, c'est le cas de rhumatisme articulaire aigu ou même dans les maladies dystrophiques. Soit c'est l'anneau aortique, c'est dans les dilatations de l'aorte, les anévrismes. Vous allez voir avec moi également le cas. C'est comme l'insuffisance mitrale. On peut avoir un tableau aigu comme on peut avoir un tableau dystrophique ou rhumatismal. C'est comme l'insuffisance mitrale. Et les tableaux aigus, vous les voyez dans les endocardites infectieuses, parce que l'endocardite infectieuse sur aiguë, elle peut entraîner une perforation des sigmoïdes et une insuffisance aortique sévère. Ça peut donner un tableau aigu. Et également, la deuxième cause qui peut donner une insuffisance aortique aiguë, la deuxième cause qui peut donner une insuffisance aortique aiguë, c'est la dissection de l'aorte. Il y a deux causes principales qui peuvent donner une insuffisance aortique aiguë. C'est l'endocardite infectieuse et c'est la dissection de l'aorte. Parce que le passage du sang, il va être rapide, en grande quantité vers le ventricule gauche. Le ventricule gauche, il ne s'est pas préparé. Il y aura une augmentation de pression dans le ventricule gauche. Il n'y aura pas un amortissement des pressions. Ces pressions vont retentir sur l'oreillette gauche, sur les veines pulmonaires, sur la circulation pulmonaire. Et hop, le malade va vous faire un œdème aigu du poumon foudroyant. Par contre, si c'est une insuffisance aortique, dystrophique, rhumatismale, chronique, les choses vont évoluer à bas bruit. Il y a du sang qui passe de l'aorte vers le ventricule gauche. Le ventricule gauche, il reçoit le sang qui vient de l'oreillette gauche. C'est la source naturelle. Mais le sang qui vient de l'aorte, c'est un plus. Donc, le ventricule gauche, comme s'il est exposé à deux robinets. Un robinet, c'est l'oreillette gauche, et le deuxième robinet, c'est l'aorte. Donc, chaque fois que le sang va passer dans le ventricule gauche
aussi bien de l'aorte que aussi bien de l'aorte que de l'oreillette gauche, il y a une surcharge volumétrique diastolique, comme le cas de l'insuffisance mitrale. C'est la même chose. L'insuffisance mitrale, la différence, je vais vous montrer la différence. C'est l'insuffisance mitrale, le ventricule gauche, il reçoit le sang qui vient de l'oreillette gauche, mais l'oreillette gauche, elle était exposée à deux rompillés. Là, c'est le ventricule gauche au moment de la systole, et l'autre, c'est les veines pulmonaires. Dans l'insuffisance aortique, le ventricule gauche lui-même est exposé à deux robinets. Un robinet qui vient de l'oreillette gauche et le deuxième robinet, c'est l'autre. Donc, avec le temps, il va premièrement se dilater. Il va se dilater, il se dit, ah, j'ai beaucoup de sang là, je dois m'hypertrophier pour envoyer ce sang vers là-haut. C'est vrai qu'il s'hypertrophie. C'est vrai qu'il fait beaucoup de force, il envoie le sang vers là-haut. Mais quand même, quel que soit l'effort qu'il va faire, le sang, une fois qu'il passe dans là-haut, il va revenir dans le ventricule gauche. C'est comme s'il n'a rien fait. Et le ventricule gauche, le pauvre, il se dilate, il s'hypertrophie, il se dilate, il s'hypertrophie, mais à chaque diastole, il a un peu plus de sang qu'il va recevoir. À chaque diastole, il y a un plus de sang. À chaque diastole, il y a une surcharge volumétrique. Et le ventricule gauche se dilate, se dilate, se dilate, jusqu'au moment où il se dit, c'est bon, je ne peux plus faire plus que ça. Il lâche, et c'est la loi de Sarney qui s'applique la même façon pour l'insuffisance mitrale. Une question. Comment? Une question. Oui. Quel ventricule qui se dilate avant l'autre, celui de l'insuffisance mitrale ou celui de l'insuffisance aortique? Tout dépend de l'importance de la regurgitation. Mais le volume, il est le même. C'est une surcharge volumétrique diastolique. Tout dépend. Est-ce que le sang, c'est le même? Il est arrivé par un robinet à droite ou un robinet à gauche, c'est le même. Maintenant, l'importance, c'est l'importance de la regurgitation qui va déterminer le degré de la dilatation. D'accord? C'est pas que le robinet est situé à droite ou il est situé à gauche. D'accord? Le robinet, il est là, il y a un plus de surcharge. Maintenant, cette surcharge-là, elle est importante, elle n'est pas importante. Si elle n'est pas importante au fil des années, la dilatation se fait progressivement. Si au contraire, elle se fait, elle est importante dès le départ, soit ce soit une insuffisance mitrale, soit une insuffisance aortique, le ventricule gauche, il va répondre, parce que c'est le ventricule gauche qui subit. Ce ventricule, il est le même. Vous lui donnez, ce n'est pas un autre ventricule, c'est le même ventricule. Vous lui donnez du sang à droite ou du sang à gauche, il ne fait pas de distinction. L'essentiel, il y a un surcharge volumétrique. D'accord? Alors, maintenant, on vient de voir donc la physiopathologie. C'est la même chose que l'insuffisance mitrale. Le ventricule gauche, il va se dilater, il va s'hypertrophier, se dilater, s'hypertrophier, se dilater, s'hypertrophier. Il va lâcher, l'hyperpression dans le ventricule gauche va encore retentir sur l'oreillette gauche. L'hyperpression dans l'oreillette gauche, elle va retentir sur les veines pulmonaires, sur la circulation pulmonaire, et le malade, il va faire des œdèmes aigus du poumon, des œdèmes aigus du poumon. Chaque jour, il est au niveau des urgences. Il a des râles crépitants, le médecin lui donne du Laxilix, il lui donne un peu de furosémide, il lui donne des vasodilatateurs. Avec le temps, la circulation pulmonaire, elle tombe malade. Il y a une augmentation des pressions, des résistances. Et cette augmentation des pressions, au niveau de l'artère pulmonaire, ça va retentir sur le ventricule droit. Le ventricule droit, il va s'hypertrophier. Il va devenir hypertrophié. Avec le temps, il va se dilater. Il va dilater avec l'anneau tricuspide et il y aura une insuffisance tricuspidienne. Le malade, avec le temps, il va faire une insuffisance ventriculaire droite, il va faire des œdèmes des membres inférieurs, il va faire une acide, il va faire des hépatalgies, une hépatomégalie, un reflux hépatogégulaire et une turgescence jugulaire. C'est le même tableau. Donc, dans un premier temps, une insuffisance ventriculaire gauche et puis une insuffisance ventriculaire droite. Et à la fin, le malade va vous faire ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque globale, que ce soit droite ou gauche. C'est clair? C'est clair. Les étiologies. Bien entendu, comme je vous ai expliqué, les formes chroniques sont mieux tolérées, les formes aiguës ne sont pas bien tolérées, et les formes aiguës, ça se voit dans deux étiologies principales,
c'est la dissection de l'aorte et l'endocardite infectieuse. On peut avoir, bien entendu, une insuffisance aortique avec une dilatation de l'aorte, comme on peut avoir une dilatation de l'aorte. Ça dépend du contexte clinique, ça dépend, est-ce que c'est une maladie annulo-écrasante, par exemple, la maladie de Marfan, il y a toujours une dilatation de l'aorte associée. Bien entendu, donc les trois mécanismes, comme j'ai expliqué au début, pour la dissection de l'aorte, il y a une dilatation de l'anneau, parce que la dissection de l'aorte, il y a une dilatation de l'anneau. Et deuxièmement, il y a une dislocation localisée de l'anneau. Et troisièmement, c'est qu'il y a un prolapsus valvulaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui s'est disséquée, une partie qui ne s'est pas disséquée. Là où la portion elle est disséquée, la valve va tomber. Elle ne va pas rester dans le même plan que sa voisine. Et donc, ça va faire ce qu'on appelle une insuffisance aortique par prolapsus valvulaire dans la dissection de l'aorte. Et vous avez bien entendu toutes les pathologies qui peuvent donner une aortite, comme je viens de vous expliquer, une inflammation de l'aorte, ça va entraîner une aortite, une inflammation des sigmoïdes, une insuffisance aortique. La physiopathologie, c'est bon. Je viens de l'expliquer, n'est-ce pas? J'ai dit que l'insuffisance aortique chronique, ça prend du temps. Voilà, donc le VGE reçoit du sang venant des veines pulmonaires, plus le sang regurgité. D'accord? Donc il y a une double, c'est une surcharge diastolique qui va stimuler les mécanismes d'adaptation, à savoir dilatation et hypertrophie. Et c'est ainsi de suite qu'on va avoir ce que je viens d'expliquer maintenant, et je pense que c'est très clair. Je pense que c'est très clair. Alors, les insuffisances aortiques aiguës, bien entendu, c'est la même chose que dans l'insuffisance mitrale aiguë. Vous aurez des poumons inondés, le malade n'arrive pas à respirer, vous faites la radio du thorax, vous allez trouver un petit cœur. La seule chose, c'est si jamais c'est une dissection de l'aorte, vous allez trouver un médiastin élargi. Et vous allez voir également avec moi le cours sur la dissection de l'aorte et je vais vous montrer comment vous voyez le médiastin de quelqu'un qui fait une dissection de l'aorte. Bien sûr, vous savez que les artères pulmonaires, maintenant, ou la circulation pulmonaire, n'est plus suffisante. Parce que le ventricule est dilaté, le ventricule est hypertrophié, et le sang qui arrive par le biais des artères pulmonaires n'est pas suffisant pour irriguer ce myocarde-là. Mais il n'y a pas que ça. Parce que ça, c'est un point que partage l'insuffisance aortique avec l'insuffisance mitrale. Les deux, dilatés, hypertrophiés, la circulation coronaire ne suffit pas. Mais dans l'insuffisance aortique, il y a du sang qui fuit là-haut pour passer dans le ventricule gauche au moment de la diastole. Vous savez, le seul organe qui est irrigué au moment de la diastole, c'est qui? C'est le cœur. Le cœur, c'est pour cette raison que quand on a une pression artérielle diastolique élevée, les gens de la population générale vous disent c'est la tension du cœur. C'est parce que le sang est irrigué au moment de la diastole. Alors que le sang, il fuit là-haut, il va dans le ventricule gauche. Donc, il y a automatiquement une insuffisance coronaire. Et puis, il y a une insuffisance coronaire, le malade, sans qu'il y ait de lésion, le malade se plaint toujours de douleur thoracique. En plus de ça, il va vous dire j'ai toujours mal. Parce que tout simplement, le cœur, normalement, il est irrigué au moment de la diastole, mais le sang, il fuit l'aorte au moment de la diastole, et le sang qui arrive au niveau des artères coronaires, il n'est pas suffisant. En plus de la grande demande, le ventricule gauche, il est dilaté, il est hypertrophié, il a besoin de plus de sang. Vous voyez? Alors, cliniquement, c'est la même chose. Je reviens. Dyspnée, asthénie, mais là, il y a surtout de l'envoi des corps. Et le malade, il peut même faire des hypothémies, des syncopes et des palpitations suite aux troubles du rythme. Vous savez que dans le rétrécissement mitral, je vous donne toujours des comparaisons. Dans le rétrécissement mitral, le ventricule gauche, il est préservé. Il y a l'oreillette gauche qui est touchée, avec le ventricule droit et l'oreillette droite. Donc, le malade, il peut vous faire des troubles du rythme, surtout à l'étage auriculaire. Par contre, dans l'insuffisance mitrale et l'insuffisance aortique, les malades ils font surtout des troubles ventriculaires. Pourquoi? Parce que le ventricule il est dilaté et il est hypertrophié. C'est clair? Mais c'est pratiquement la même symptomatologie. Cette fois-ci, il y a du sang qui passe du ventricule gauche, de l'aorte vers le ventricule gauche au moment de la diastole.
Donc, il y a un souffle diastolique. S'il y a un souffle diastolique, ce souffle-là, parce que tout simplement, il y a du sang qui va passer de là-haut vers le ventricule gauche au moment de la descente. Donc, quand je vous dis un souffle diastolique, ne me dites pas l'insuffisance mitrale. L'insuffisance mitrale, c'est le passage du sang du ventricule gauche vers l'oreillette gauche au moment de la systole. Donc, c'est un souffle systolique. Ici, dans l'insuffisance aortique, c'est l'inverse. C'est le passage du sang de l'aorte vers le ventricule gauche au moment de la diastole. Donc, c'est un souffle diastolique. Il suffit seulement de comprendre et de mettre vos repères comme ça. Vous allez vous souvenir, bien entendu, de ces souffles-là. Le souffle diastolique, vous voyez, aortique, bien sûr. En position assise, on l'entend mieux. Penché en avant, on l'entend mieux. En expiration, on l'entend mieux. Et il irradie le long du bord gauche du sternum. Il irradie le long du bord gauche du sternum et vers la pointe parce qu'il suit le trajet du G. Le G, c'est de là vers le ventricule gauche. Vous suivez le trajet du G. Effectivement, vous pouvez avoir un souffle systolique éjectionnel d'accompagnement. C'est la même chose que l'insuffisance mitrale. L'insuffisance mitrale, vous avez un souffle systolique, vous avez un roulement d'accompagnement. Pourquoi? Parce que le sang qui va passer de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche va passer en grande quantité à travers un orifice qui est normal. Donc, ça donne l'impression comme s'il est rétréci. La même chose ici. Le sang qui est passé dans le ventricule gauche, il est énorme. Et il va encore repasser dans l'aorte. Il passe à travers un orifice qui est relativement plus petit. Donc, il y a une turbulence à travers cet orifice-là qui va vous donner un souffle purement éjectionnel, purement fonctionnel. Et puis, bien entendu, il y a la diminution de V1, la lecture précoce de la mitrale, parce qu'en fait, quand vous avez également une insuffisance aortique, il y a du sang qui peut essayer de fermer précocement la valve mitrale. Au moment de la diastole, la valve mitrale est ouverte. Elle est en train de remplir le ventricule gauche. Et le sang qui vient par haut, il bute contre la valve mitrale, il essaie de la fermer. Donc, c'est comme si vous avez un rétrécissement mitral. C'est un rétrécissement mitral provoqué par le jet de l'insuffisance aortique. Parce que l'insuffisance aortique, elle est en train de pousser la paroi de la valve mitrale et essayer de la fermer au moment de la diastole. Alors que l'autre, elle est ouverte pour remplir le ventricule gauche et c'est ce qu'on appelle donc le roulement d'Osterplain. C'est la physiologie, le fait que le sang passe de la haute vers le ventricule gauche, bute contre la valve mitrale, ferme la valve mitrale, le sang qui veut passer de l'oreillette gauche dans le ventricule gauche, c'est comme s'il est coincé par un barrage extérieur. C'est ce qu'on appelle une compression extravaseur. D'accord? Et vous avez bien entendu, dans les insuffisances aortiques rhumatismales, on a une diminution de B2 et on a surtout un bruit protodiastolique, c'est le B3 parce qu'il y a du sang qui arrive beaucoup dans le ventricule. Vous savez qu'on dit galop parce que ça a l'impression qu'on a un cheval qui galope. Si vous mettez votre stéthoscope sur le thorax du malade, vous allez entendre. C'est comme s'il y a un troisième bruit. Et ce troisième bruit, parce qu'en fait, il y a du sang qui arrive dans le ventricule gauche qui est déjà malade avec une grande quantité. Il donne des réverbérations sur ce ventricule-là. Alors, si je reviens maintenant, voici donc l'auscultation. J'entends un souffle surtout diastolique. Donc, bien entendu, j'entends le souffle, le roulement d'Osterplain qui donne l'impression qu'il y a un rétrécissement mitral, mais ce n'est pas un rétrécissement mitral. Le souffle systolique d'éjection, mais ce n'est pas le souffle systolique, c'est parce que l'orifice, il est plus petit que le sang qui veut traverser l'orifice. Voilà. Ça reste fonctionnel. Maintenant, les signes périphériques. Les signes périphériques, je vous donne un exemple très simple. Vous allez comprendre tous les signes périphériques. Les signes, c'est quoi le sens aortique? Il y a du sang qui est passé de là vers le ventricule gauche. Donc là, au moment de la diastole,
elle s'est vidée, elle s'est collabée. C'est un collapsus. C'est comme une ventouse. Tout est passé dans le ventricule gauche, elle est plaquée. C'est pas possible. C'est une aorte quand même qui s'est vidée en quelque sorte. Parce que son sang, il est parti. Il y a du sang qui est parti bien sûr vers le haut, mais il y a du sang qui est revenu vers le bas, vers le ventricule gauche. Mais lors de la systole suivante, donc il y a une grande quantité de sang qui va aller vers l'aorte. Il y a une grande quantité de sang qui va aller vers l'aorte, une grande quantité de sang qui va aller vers une aorte qui s'est vidée lors de la diastole précédente. Vous savez, c'est quand vous prenez un seau qui est vide et vous ouvrez le robinet. Quand vous ouvrez le robinet dans un seau qui est vide, et il y a des gouttelettes d'eau qui vont s'éjecter. Mais le seau, au fur et à mesure qu'il se remplit, il n'y aura plus cette éjection-là. C'est clair? Ou bien vous rentrez dans une chambre qui est vide. On enlève tout ce matériel-là. Quand vous parlez, qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez les échos. C'est la même chose. Quand le sang il passe dans la haute, il donne des échos. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'hyperpulsatilité artérielle. Pourquoi? Il y a une grande quantité de sang qui est arrivé sur une aorte qui était vide, et puis hop, les échos commencent à être plus importants. On a une hyperpulsatilité artérielle qui se manifeste par tous les signes de Musset, le signe de peau ample bondissant, peau de Borican, le double souffle central du rosier, danse des carotides, tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'il y a une aorte qui a vibré. Et ce sont ces vibrations-là qui donnent ce qu'on... Tout ça, c'est lié à quoi? Parce qu'au début, avant l'invention de l'échocardiographie, il y avait les auteurs, auparavant dans le XVIIIe siècle, ils commencent à inventer des signes. Chacun il dit, moi j'ai vu ça, moi j'ai trouvé ça. Monsieur Musset, il dit, j'ai trouvé le signe de Musset, c'est les paupières qui vibrent comme ça. L'autre, il a dit, moi j'ai trouvé un double souffle crevin du rosier. L'autre, il dit, moi j'ai trouvé une danse des carotides. Et ça, c'est du quoi? Ça s'explique. Même après, là, après l'écho, on n'a plus besoin de ces signes-là, réellement. Mais un clinicien, il va rester toujours un clinicien. Il doit chercher ces éléments. C'est parce qu'en fait, il y a une partie du sang qui tape sur une aorte qui est déjà vide. Et ça donne des échos. Et ces échos-là vont donner ce qu'on appelle l'hyperpulsatilité artérielle. Vous savez également, la pression artérielle systolique, elle va baisser. Pourquoi elle va baisser? Parce qu'il y a du sang qui va passer dans le ventricule gauche, au moment de la diastole. Donc la pression diastolique, elle va chuter. Mais au moment de la systole, il y a une grande quantité de sang qui va aller dans la haute. Donc la pression systolique, elle est élevée. Et donc, il y a un élargissement de la différentielle. C'est clair? Le sang, quand il passe dans la haute, il va vider la haute, la pression artérielle diastolique, elle va baisser. Et le sang qui, en grande quantité, il va passer dans la haute, il va augmenter la pression systolique. La pression systolique, elle augmente, la diastolique, elle va baisser. Il y a un élargissement de la différentielle. Très simple. D'accord? Tout ça, c'est lié en fait à cette physiologie de l'insuffisance aortique. C'est très clair. L'insuffisance aortique aiguë, choc de pointe normal, différentielle peu élargie ou normale, signe périphérique moins net, et souffle diastolique bref avec un B3 fréquent. Parce qu'en fait, cette fois-ci, il y a une grande quantité qui arrive, alors que le ventricule gauche ne s'est pas préparé à amortir. Il n'amortit pas. C'est pas comme un ventricule qui est dilaté, il amortit. Là, il n'y a aucun amortissement. D'accord? Les examens complémentaires, c'est la même chose. Si c'est une hypertrophie ventriculaire gauche, c'est comme les os mitrales. Le rétus sinusal, dans un premier temps, c'est un rétus sinusal, mais tardivement, il y a la fibrillation auriculaire. Il y a des troubles du rythme à l'étage ventriculaire. Mais le plus important ici, il y a une chose qui fait la différence entre les deux, c'est que le fait que le sang il passe de là vers le ventricule gauche, il peut buter contre le septum. Il va altérer le septum. Qu'est-ce qui se trouve dans le septum? Il se trouve le faisceau de His,
elle se trouve la branche gauche. Le fait que le sang sort de l'aorte en grande quantité et va buter contre le septum, il peut provoquer un bloc auriculo-ventriculaire, il peut toucher aux voies de conduction, il peut donner un bloc auriculo-ventriculaire du premier degré, comme il peut donner un bloc de branche gauche parce qu'il a altéré la branche gauche. C'est clair? Voilà. Donc le sang, quand le sang il sort de l'aorte, il bute contre il bute contre le septum, il peut donner des... Non, mais c'est qui? C'est qui? Qui, professeur de la thèse, s'il vous plaît? Donc, le malade, le sang, il va buter contre le septum, il va buter contre la valve mitrale. La valve mitrale, il essaie de la fermer. Et le septum, il va le léser. D'accord? Tu ne peux pas fermer le septum, il va léser le septum. OK? Et donc, vous avez des troubles conductifs. La radiographie du thorax, vous avez donc la même chose. Vous avez une dilatation du ventricule gauche. Vous avez un arc supérieur droit qui est convexe, témoignant de la dilatation quand il y a une arc qui est dilatée. Et vous avez les calcifications des sigmoïdes. Sur le plan pulmonaire, vous avez surtout une redistribution donc de la circulation vers les sommets. Vous pouvez avoir des plages bronchiales de l'œdème et du poumon. Vous pouvez avoir un épanchement pleural. L'échocardiographie Doppler, c'est la même chose. On va quantifier. Vous avez vu ici, l'aorte, elle est anévrismale, elle est très dilatée. Vous voyez le diamètre de l'aorte? Et voici la régurgitation du sang de l'aorte vers le ventricule gauche. Ça, c'est le ventricule gauche, et ça, c'est l'aorte. Le sang, il va passer de l'aorte vers le ventricule gauche. Et le fait que le sang va passer de l'aorte vers le ventricule gauche, eh ben, et c'est ce qu'on appelle l'insuffisance aortique. Donc, vous avez fait déjà le diagnostic. Vous pouvez étudier les sigmoïdes aortiques, vous pouvez étudier la fraction d'éjection du ventricule gauche, vous pouvez étudier la taille de l'aorte, vous pouvez étudier la taille de l'oreillette gauche, vous pouvez étudier l'origine, la dilatation de l'anneau aortique, et surtout, quantifier cette insuffisance aortique et mesurer les pressions artérielles pulmonaires. Donc, avec l'écho, on fait beaucoup de choses. Hein? On peut mesurer l'orifice de regurgitation, on peut mesurer la surface de l'orifice regurgitant, le volume regurgité, et surtout, ce qu'on appelle la mesure de PHT. C'est quoi PHT? C'est Pressure Half Time. Pressure Half Time, c'est quoi? Pressure half time, c'est le temps nécessaire pour que la pression chute de moitié entre l'aorte et le ventricule gauche. Quand le sang il passe de l'aorte vers le ventricule gauche, il y a une chute de pression. Dans l'aorte, il y a une chute de pression dans l'aorte. Mais si cette chute-là, elle est rapide, ça veut dire que le sang qui est passé est très important. C'est vrai? Donc, chaque fois que la pression, que pressure half time, le temps nécessaire pour que la pression chute de moitié est bas, l'insuffisance aortique est importante. Et si elle est inférieure à 350, déjà, on parle d'une insuffisance aortique qui est importante. D'ailleurs, les critères de sévérité, vous avez des critères de sévérité, c'est quand le PHT est inférieur à 200 millisecondes, il faut opérer quel que soit. Et la même chose pour l'insuffisance aortique, l'insuffisance mitrale. Si le volume regurgité est supérieur à 40 mm carrés, ou le volume regurgité supérieur à 60 mm par battement, vous voyez que c'est la même chose. Vous voyez que tout dépend du volume. D'accord? Donc, tout dépend du volume. Si vous avez un volume important, eh ben, il faut faire ce qu'on appelle une intervention chirurgicale. Donc, le traitement, c'est quoi? Traitement de l'insuffisance cardiaque, traitement de l'endocardite infectieuse, traitement de la prévention des accidents thromboemboliques, et bien entendu, si on arrive au traitement chirurgical, il faut faire un remplacement valvulaire aortique mécanique ou bien biologique. Voilà donc les
Quelles sont les indications? Bien entendu, un malade qui est symptomatique, il faut l'opérer. On est certain qu'il est. D'accord? Maintenant, reste certains paramètres. Par exemple, si le diamètre télédiastolique est supérieur à 70 mm, ou bien télésystolique supérieur à 50 mm, là, il faut opérer le malade. Maintenant, il ne faut pas attendre. Maintenant, si vous voyez que ce n'est pas qu'il est asymptomatique et qu'on n'a pas vraiment les mêmes critères, on peut faire une surveillance pour échographique chez le malade de façon annuelle à ce qu'il soit bien suivi et on choisit le moment propice pour l'intervention chirurgicale. Mais devant une insuffisance aortique aiguë, indication formelle et urgente pour faire le remplacement immédiat de l'orifice aortique. Voilà donc les deux cours sur l'insuffisance mitrale et l'insuffisance aortique de façon simplifiée avec leurs causes, alors leur physiopathologie et avec les conséquences cliniques et comment vous évaluez vos insuffisances mitrales et insuffisances aortiques pour opérer vos malades. Et je vous remercie pour votre attention. La séance est ouverte pour les questions. Vous pouvez poser vos questions. Ça va? Oui. J'avais une question tout à l'heure. C'est quoi un roulement protodiastolique? Un roulement, c'est quand vous dites un roulement, parce que c'est la même chose que le souffle. Le souffle, vous avez vu ça quand vous avez vu le rétrécissement mitral. Mais dans le rétrécissement mitral, au lieu de dire un souffle, on dit un roulement. Vous savez, généralement, le souffle, on l'utilise généralement, on utilise le souffle pour tout ce qui est doux. Mais quand il y a quelque chose, un roulement, comme quelque chose, on utilise le terme roulement. C'est la même chose. Souffle, roulement, c'est la même chose. D'accord? Souffle diastolique, protodiastolique, télésystolique, c'est la même chose. Roulement, c'est par rapport au timbre. D'accord? Alors, le souffle, c'est plus doux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le moment, non. Est-ce que vous avez bien compris? Allez, donnez-moi quelque chose qui va me rassurer que vous avez compris. Une question. Est-ce qu'on peut voir une HTAP dans l'insuffisance aortique comme celle dans l'insuffisance mitrale? Oui, bien sûr. C'est la même physiopathologie. D'accord? L'hypertension artérielle pulmonaire, c'est la même physiopathologie. OK? Encore des questions? Dites-moi que vous avez compris au moins. Non? Ils n'ont pas compris? Si, elle a compris. Est-ce que vous avez bien compris le cours? Les deux cours. Les deux cours. Est-ce que vous avez bien compris les deux cours? Rassurez-moi. Qu'est-ce qu'elles disent? Merci. Je ne sais pas comment. Tellement rien dit. Oui, c'est bien compris. Merci, docteur. Oui, ça va. Oui, merci, professeur. Oui, ça va. Oui, professeur. Ouais, bah, Pas d'autres questions, je pense que c'est très bien. Merci beaucoup. C'est simplifié au maximum. D'accord? J'ai simplifié au maximum. Comme ça, vous pouvez apprendre et vous avez des cours qui sont détaillés. Alors, j'appelle le professeur Pénateur.